travailler directement. C'est dommage de tomber dans ce piège, d'accord? Ensuite, vous avez mis les colloques, la thèse, etc., les rapports, publications, etc. Vous avez fait un effort de faire chaque fois vos renvois. Et le plan. Alors le plan, il est structuré, vous avez répondu aux 2 parties, sous-parties, etc. Simplement, moi oui, il fallait le présenter autrement. Moi j'aurais préféré, je ne sais pas, j'ai peut-être tort, ce sont les guerres symétriques et les guerres asymétriques. Ça aurait été mieux, et dans les guerres asymétriques, ou bien dans ce concept, vous faites rentrer ce problème de droit d'ingérence humanitaire. D'accord? Les nouvelles formes de guerre, oui. Guerre classique, guerre moderne, vous comprenez? Mais je n'aurais pas mis comme ça le droit d'ingérence humanitaire pour vous expliquer le recours à la guerre au niveau international. La légitime défense, oui. Mais je l'aurais présenté autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le contenu, mais c'est dans la présentation, et ça aurait changé un peu la dynamique de votre travail. Qui malheureusement, je n'ai pas eu le temps de bien le lire. Donc mes remarques sont vraiment très superficielles. Ensuite, moi ce que j'aurais fait, vous parlez de guerre juste. Waouh! Vous savez que la théorie de la guerre juste, c'est un gros morceau. Vous avez évoqué rapidement au départ, vous avez dit religion et morale. D'accord? Maintenant, il aurait été peut-être plus opportun de dire qu'est-ce que la guerre? On commence par la guerre en elle-même. D'accord? On explique la guerre. Quelle est la situation dans la guerre, dans les relations internationales? Elle est inhérente aux relations des États. C'est quelque chose qu'ils utilisent. On a le soldat et le diplomate. D'accord? Donc c'est un fait qui existe. Maintenant, le regard des États face à la guerre, elle a évolué. On a eu le droit de la guerre. C'est quoi le droit de la guerre? Ce sont comment les États font la guerre. Les soldats, la guerre conventionnelle, etc., protection des individus, les prisonniers de guerre, ceux qui sont blessés sur le champ de bataille, Solferino, etc. Rapidement, d'accord? Et venir à nous parler de la guerre selon 2 pactes, le pacte de la SDN et la charte onusienne. L'approche de la guerre est différente, dans la mesure où le pacte de la SDN n'a pas interdit le recours à la guerre. Elle a tenté de le limiter, parce que les États n'étaient pas prêts à abandonner cet outil. Alors que la charte des Nations Unies interdit le recours à la guerre et à la menace de la guerre. D'accord? Et par rapport à ça, posez votre problématique, effectivement, la guerre au XXIe siècle. Vous parlez du XXIe siècle. Nous sommes devant une nouvelle approche du conflit, interétatique, intra-étatique. Dans les nouvelles, la manière de faire la guerre, on a les guerres chirurgicales. Oui, vous faites un débat sur ça. Les guerres propres, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, à mon avis. Maintenant, concernant la page 70, je suis un peu brouillon dans ma main. L'opération de maintien de la paix et le recours à la force. Attends, il y a un problème. Parce que les opérations de maintien de la paix, c'est prévu effectivement dans la sécurité collective du Conseil de sécurité, mais ce n'est pas pour recourir à la force. Qu'il y a toutes les critiques concernant toutes les différentes. Maintenant, le chapitre 7. D'accord? La guerre est interdite, excepté 2 choses, la légitime défense et la sécurité collective. Et expliquer les 2 cas. Actuellement, dans les conflits du XXIe siècle, il y a un nouveau concept de la guerre qui est apparu, avec, depuis le 11 septembre, la guerre préventive, qui dans l'ordre classique n'existait pas. Qu'est-ce que c'est que cette guerre préventive? Lutte contre le terrorisme. Mais quand ils disent guerre préventive, c'est une manière de légitimer le recours à la guerre. D'accord? Quels sont les États qui ont utilisé? Pourquoi? Comment? Etc. Ce sont des remarques et observations très riches en informations et qui méritent donc également d'être insérées dans votre travail, puisque le professeur Prétel a mis le point sur, malgré que vous n'avez pas le temps de lire le livre, mais vous avez présenté des remarques consistantes, notamment sur le fond
et les problématiques immenses que soulève votre travail. De ma part, je vais procéder également, comme je l'ai fait avec votre ami, sur des remarques tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, j'ai eu l'occasion de vous encadrer également, toujours la théorie qui est en relation avec cette problématique que le volet juridique qui réglemente la question. Dans la seconde partie, donc, vous avez touché à travers l'approche universelle de l'ONU successivement la page 12 de votre travail donc, énonce clairement la problématique puisqu'il s'agit pour vous d'interpeller les nouvelles conceptions et les nouvelles tendances de la guerre. Et l'ensemble est bien documenté et écrit dans la français à l'avenir, de manière générale. Quelques remarques, Madame le professeur qui donc la soudure concernant la bibliographie, donc il fallait un petit peu mettre de l'ordre. Vous avez respecté généralement dans ouvrages généraux, ouvrages universitaires, et tout ce qui est donc tiré d'un site électronique, il fallait l'insérer dans la rubrique webographie. Il n'y a pas d'annexe, je pense. Il n'y a pas très bien. Mais il y a beaucoup de citations, comme vous l'avez fait, tirées d'Einstein, etc. Cette fois-ci, donc, vous avez sur le fond réussi également dans le travail qui consiste à faire une approche de droit positif pour détailler les différentes formes de la guerre, parce que c'est un sujet classique en relation internationale. Le principe est là, depuis la charte de l'ONU de San Francisco. La guerre, bien le recours à la force armée et à la guerre est interdit par la charte de l'ONU, et puisque son objectif fondamental est justement le maintien de la paix et la sécurité internationale. Mais néanmoins, il y a quelques exceptions dans lesquelles les États, malheureusement, recourent à la guerre et utilisent la force armée pour régler leurs différends, malgré que le chapitre 7, concernant le règlement pacifique des différends, renvoie les États à ce qu'on appelle à des règlements diplomatiques et politiques, et également à des règlements judiciaires à travers l'arbitrage international et le recours à la Cour de justice internationale. Une approche générale, donc, excusez-moi, j'ai le soleil général de votre. Dans la première partie, dans le volet théorique, vous savez que, en passant par l'école réaliste, Morgenthau, Raymond Aron, etc., pour Raymond Aron, par exemple, je le cite, j'ai dû chercher ce qui caractérise les relations interétatiques, mais je pense l'avoir trouvé dans la légalité et la légitimité de recours à la force armée. Pour Morgenthau, c'est la puissance, donc les termes puissance, power, la force, l'intérêt national qui justifie donc les relations interétatiques. Donc, bref, vous avez bien reçu ce travail dans la première partie, théorie et cadre juridique, mais dans la seconde partie, et je pense que vous avez donc commis les mêmes erreurs que votre ami. Moi, je vais donc parler de la guerre de manière générale, mais il fallait un petit peu préciser, puisque vous mettez le doigt sur l'actualité, ce qu'on appelle la guerre électronique guerre. Voilà ce sont les nouvelles tendances. La guerre cybernétique. Alors, je cite maintenant le cybernétique. Pourquoi nous avons le chapitre 1 mettre le lien entre les nouvelles tendances théoriques dans les relations internationales, la théorie du choc des civilisations, la théorie de la fin du monde, par exemple de Francis Fukuyama, et mettre donc ces nouvelles tendances dans la théorie actuelle, la guerre contre le terrorisme, aussi, vous consacrez un chapitre sur le terrorisme. C'est donc le terrorisme, il est pratiquement justifié par, c'est une thèse raciste de Taciton. Il fallait un petit peu combattre ce qu'il appelle l'axe du mal, vers ce qu'il appelle l'autre qui sont les musulmans et les arabes, etc. Le terrorisme. Donc il fallait un petit peu mettre le lien entre les nouvelles tendances et en la Convention de Genève, sur la Convention de La Haye, sur la légitime défense qui a été à maintes reprises chèrement défendue par l'État d'Israël pour mener des actes contre le peuple palestinien, sur le droit d'ingérence humanitaire qui a été élaboré lors de la
guerre en ex-Yougoslavie, etc. Donc, voilà quelques remarques sur l'ensemble de votre travail, qui reste toujours d'actualité, puisque actuellement, malgré l'interdiction du recours à la force armée, malheureusement, les États continuent toujours à déclarer la guerre pour régler les conflits entre eux, malgré donc les bonnes intentions des États pour donc coopérer entre eux. Toujours la guerre elle est présente pour mettre un terme définitif donc, au conflit interétatique. Et je pense que universitaire requis pour cette séquence. Je vous félicite et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Je tiens à faire quelques entrées très importantes pour moi, que je l'ai inséré dans mon mémoire. Juste pour la bibliographie, dans la nouvelle version, il est classé par ordre alphabétique. Sauf que j'ai oublié, vous êtes totalement. Vous avez raison, car j'ai oublié d'insérer la remarque de mon professeur, insérer les articles du web dans une rubrique indépendante, qui est l'article web. J'ai oublié de le faire insérer. Pour les OMP, c'est la spécificité de, normalement, l'objectif des opérations de maintien de la paix, c'est garder la paix. Mais il y a des incidents, des situations dans lesquelles ces forces ont procédé à utiliser la force. Je les mets dans. C'est pour cette particularité que j'ai fait. Dans l'esprit des OMP, excusez-moi, dans l'esprit des OMP, ce n'est pas dans le recours de la force des Nations Unies. D'accord? Eux n'ont pas le droit de recourir à la force à moins d'une légitime défense. Effectivement. Il y a actuellement, on assiste à une nouvelle lecture des résolutions. Parfois, les résolutions sont adoptées, une réinterprétation, autre interprétation des articles ou bien des chapitres des résolutions qui permettent à ces forces pour recourir à la force. Ces situations, je les mets dans le mémoire. D'autres, pour la guerre électronique, j'ai présenté le cas de la liste unie en 2003 avec la Russie. Il s'agit d'un cas très particulier, car à la suite du déplacement d'un statut d'un soldat qui se trouve au centre de Djamil, au périphérique de la ville, près du cimetière, un soldat qui reflète la victoire de l'URSS. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices du site Anwar Presse, donc bienvenue dans le cadre de cette couverture médiatique à la soutenance de mémoire de M. Rachid Abdelhadi. Avec nous, M. Rachid Abdelhadi, pour nous donner une idée sur le sujet abordé dans son mémoire. M. Rachid, bonjour. Bonjour, monsieur. On aimerait bien voir, si vous permettez, donc un aperçu de ce travail académique que vous avez effectué. Je vous remercie, Anwar, et votre presse sur cette occasion. Mon mémoire s'intitule « Le 21e siècle vers une nouvelle conception de la guerre ». L'idée fondamentale de ce mémoire est le changement de la forme de la guerre à travers les siècles, depuis l'Antiquité jusqu'au 21e siècle. Tout d'abord, on parle dans l'Antiquité de la guerre juste, puis qui est fondée sur des considérations traditionnelles, la morale, la religion. Mais, entre parenthèses, la guerre juste est déjà, on assiste à la réinsurrection de ce concept actuellement, mais les fondements sont des fondements juridiques. C'est la réinterprétation des articles de la charte pour justifier la guerre. Et passons par le paradigme stratégique, qui est la stratégie avec Clausewitz, qui ont développé une théorie selon laquelle que l'évolution dans les affaires militaires est animée par l'évolution technologique et qui a provoqué une mutation profonde de la guerre. Troisièmement, il s'agit de la guerre numérique, de la limitation de la guerre
et l'interdiction de la guerre par l'ONU et l'ASDN et l'encadrement de la guerre par un arsenal juridique, par le droit humanitaire, le droit de la Haye et le droit de Genève. Et enfin, le changement radical de la guerre par la guerre numérique ou bien le cyber war, c'est-à-dire c'est une transformation actuelle de la guerre en se basant l'outil principal est l'Internet qui nous permettra d'attaquer des sites gouvernementaux, des banques pour paralyser l'économie d'un pays. Merci. Donc, c'était M. Rachid Abdelhadi, hommage de la soutenance d'un sujet donc, sur les nouvelles formes de la guerre. Merci, monsieur. Donc, un travail académique, il est à signaler qu'un travail académique a été soutenu donc, à la faculté de droit donc, suisse par M. Abdelhadi Rachid, donc, dans le cadre du cursus IS4 de Master Études internationales et diplomatiques. Merci, monsieur. Félicitations. Je vous remercie également. Bonjour tout le monde. Et moi aussi, je suis étudiant comme mon collègue qui vient de passer dans les masters études internationales et diplomatiques. J'ai soutenu tout récemment sur mon projet de fin d'études qui s'intitule également Les interventions militaires françaises en Afrique, le cas de la crise malienne. Donc il faut quand même savoir que les interventions militaires françaises n'ont pas commencé avec celui du Mali. Donc elles remontent aux temps anciens depuis le moment de la colonisation vers les années 1850. Et de nos jours, on compte plus de 40 interventions militaires françaises sur le sol africain. La plupart de ces interventions, du moins certaines sont menées avec l'autorisation de l'État sur le territoire desquels elles sont effectuées, mais d'autres ce n'est pas le cas pour tout le monde, comme ça a été le cas en Libye en 2011 et en Côte d'Ivoire également. Maintenant, il faut quand même réfléchir sur les perspectives à adopter pour éviter ces interventions. Et je vous remercie pour votre aimable entretien. Merci, monsieur. Cher monsieur le journaliste. Merci. Et collègues. Merci, monsieur Omar. Donc, c'était le témoignage en marge de la soutenance de monsieur Omar du Tchad. Donc, c'est un ami tchadien, malien, du Mali. Merci, monsieur. Décidé d'accepter votre travail, sans vous les deux, et a pris en considération votre profil durant le cycle de formation de master. Et donc, vos résultats obtenus lors des modules que vous avez eu l'occasion d'étudier. Le jury, après délibération, a décidé de vous accorder la note de 14 sur 20 à Mme Mahab Binza et la note de 14 sur 20 à M. Abdelhadi. Merci. En tout cas, c'était un travail. Ok. تحشك الخير